Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du soir. À la une de l'actualité du 14 septembre 2022, le NHC a classé l'onde tropicale qui approche des Petites Antilles en dépression tropicale numéro 7. La police nationale attire l'attention de tout un chacun sur les dangers du GHB, plus connu sous le nom de la drogue du violeur. Une cinquantaine d'ambulanciers devraient être recrutés dans notre département dans les prochaines semaines. Météo France nous annonçait depuis quelques jours l'arrivée d'une onde tropicale touchant notre archipel. À 11 h, le NHC a classé cette onde tropicale qui approche des Petites Antilles en dépression tropicale numéro 7. Elle est accompagnée de vents soutenus de 55 km/h et se déplace vers l'ouest à 22 km/h. Selon les prévisions, elle devrait se renforcer en tempête tropicale d'ici ce soir et atteindre le nord-est des Petites Antilles vendredi après-midi. Il faut s'attendre à de fortes pluies, d'abord pour la Guadeloupe dès vendredi matin, puis plus généralement les îles du Nord. Les explications d'Eddie Latré. Le temps sur notre archipel se dégrade depuis cet après-midi. On assiste à la venue de pluies abondantes. Cet épisode, selon Météo France, devrait se prolonger. Nous sommes en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Il vous conviendrait d'être particulièrement prudent si vous habitez des zones inondables. C'est aussi le cas pour tous ceux qui circulent sur nos routes. Roulez à allure modérée car la chaussée est glissante. En ce qui concerne la menace des coups de tonnerre, évitez des expositions à l'extérieur, à proximité des pylônes et des poteaux électriques. S'agissant cette fois de la météo des cyclones, elle n'est guère favorable. La dépression tropicale numéro 7 poursuit sa route. Elle est située à environ 1200 km à l'est des Antilles et se déplace à l'ouest-nord-ouest à 20 km/h. La dépression devrait passer à l'échelle de tempête cette nuit et impacter le nord de l'arc antillais. La trajectoire du phénomène pourrait le conduire à un passage dans la nuit de vendredi à samedi entre la Guadeloupe et Antigua, accompagné de fortes précipitations orageuses avec des vents pouvant souffler jusqu'à 95 km/h. De quoi suivre les bulletins météorologiques de MyTV Caraïbes. Merci Eddy. La police nationale attire l'attention de tout un chacun sur les dangers du GHB. Cette drogue a déjà fait plusieurs victimes dans notre département, en majeure partie des femmes. Plus connue sous le nom de la drogue du violeur, ce phénomène gagne du terrain sur notre territoire. Pour s'en défendre, il conviendrait d'observer quelques règles de prudence en cas de sortie. Les explications de Camille Blantichy, la chef du service territorial de la police judiciaire. La drogue du violeur, donc le GHB, est considéré comme un produit stupéfiant qu'on peut trouver à la fois en poudre ou en liquide et donc qui est le plus souvent administré dans les verres des victimes et ce qui permet ensuite à peu près 2 à 4 heures donc après avoir ingéré ce produit donc à la personne de commettre soit effectivement des vols ou des agressions physiques ou sexuelles. En Guadeloupe, c'est un phénomène qui est vraiment extrêmement ponctuel. Mais justement, il faut qu'on puisse distiller des messages de prévention pour que les gens fassent attention lorsqu'ils sont dans des soirées ou dans des discothèques à ce type de phénomène. Pour une personne qui se rend donc en soirée festive, en bar, en discothèque, il faut qu'elle soit à la fois vigilante pour elle-même, c'est-à-dire surveiller son verre, ne pas boire dans le verre d'un autre, surveiller également la préparation de son verre si c'est possible, mais également qu'elle soit vigilante par rapport à son entourage, à ses amis, par exemple par rapport à un changement de comportement d'un de ses amis, un état de somnolence, d'ivresse, et qu'elle soit donc particulièrement attentive à cela. Et de manière plus générale, mais ça va au-delà du GHB, c'est d'être vigilant à son entourage et aux comportements suspects qu'elle pourrait constater autour d'elle et ne pas hésiter à le signaler, bien évidemment. Face à ce phénomène, donc bien évidemment, la police nationale et la gendarmerie nationale, bien évidemment, dans leur zone de compétence. On reçoit les plaintes des victimes quand elles se présentent. Quand il y a des appels qui sont faits auprès du 17, on intervient et on passe des messages
comme à l'instant, de prévention pour éviter que le phénomène justement se généralise. Bien évidemment pour les gens qui se rendent dans les soirées festives, des bars et des discothèques, mais encore une fois, c'est voilà, aux gens d'être vigilants par rapport à leur comportement et par rapport au comportement des autres, et également à tous les organisateurs de soirées, les gérants de bars, de discothèques, d'être aussi extrêmement vigilants sur ce phénomène. Par exemple, en mettant de l'affichage sur ce phénomène et sur ses dangers, et en étant particulièrement sensibles, notamment pour leur personnel, sur par exemple des endroits isolés, les toilettes, les extérieurs, pour justement, encore une fois, prévenir ce type de phénomène. Souvenez-vous, hier soir, on vous évoquait une macabre découverte dans les Grands Fonds à Sainte-Anne. Le corps découvert est bien celui d'Omer Proto. L'homme de grand âge avait disparu depuis 3 mois sans donner des nouvelles à ses proches. Une alerte avait été donnée car il souffrait d'Alzheimer, mais n'avait pas porté ses fruits. Ce soir, on vous propose de découvrir la marche à suivre pour accompagner ceux qui sont atteints par la maladie. C'est une maladie, hélas, qui explose en Guadeloupe pour la simple et seule raison que c'est une société qui vieillit énormément et que le premier facteur de risque de la maladie, c'est justement l'âge. Nous, en tant qu'association, le but du jeu, c'est de venir en aide aux aidants familiaux. Parce que les aidants familiaux, c'est eux qui, en règle générale, s'occupent de leurs parents en majorité du temps. Donc on est là pour les soutenir, on est là pour les orienter, on est là pour faire une formation. Nous faisons une formation des aidants familiaux et une formation qui est 100% gratuite à l'association. Il faut savoir que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui coûte très cher aux familles. D'accord ? Donc la géolocalisation, des familles peut-être ne savent pas que ça existe, mais il faut le leur dire, et beaucoup refusent parce que c'est payant. Donc moi j'estime que dans le système aujourd'hui, il faudrait que ce soit financé soit par le conseil départemental, soit par l'État, mais obligatoirement qu'il y ait ce financement qui permette justement d'avoir ce bracelet. Et à mon avis, une deuxième chose aujourd'hui, c'est que je pense qu'il faudrait que on fasse comme on fait pour les enfants. Vous savez, les enfants qui sont en alerte, recherche, etc. Je pense que pour les malades d'Alzheimer, on devrait mettre le même système parce que les familles, elles font tout ce qu'elles peuvent. Mais si aujourd'hui, le parent a décidé de partir, ce n'est pas partir pour fuir, c'est partir parce qu'il a une idée dans la tête. Si on veut le retrouver au plus vite, c'est mettre le même système que les enfants. Une cinquantaine d'ambulanciers devraient être recrutés dans notre département dans les prochaines semaines. La Chambre nationale, qui regroupe plusieurs sociétés de transport sanitaire, vient d'annoncer cette bonne nouvelle. En Guadeloupe, on compte pas moins de 250 salariés répartis dans 42 structures. La profession d'ambulancier ne semble pas pour autant attirer des foules, comme le reconnaît le président des ambulanciers de la Guadeloupe. Le métier d'ambulancier, effectivement, au niveau du département de la Guadeloupe, ils ont attribué 50 postes. Ça veut dire que 50 postes, c'est peu, mais par rapport à l'IFA, l'école d'ambulanciers, nous sortons environ 45 par an. 45 élèves ambulanciers. Et vous savez, il y a 43 entreprises. Imaginez-vous, c'est un petit peu, pas beaucoup, mais on se contente avec ce qu'on a. Dans la mesure que il y a un travail à faire, et ce travail-là, c'est à nous les anciens ambulanciers, faire en sorte que des jeunes, parce que ce qui coince plus ou moins, c'est parce que on demande 3 ans de permis. Ce qui coince, c'est essayer de retirer les 3 ans de permis pour avoir plus de jeunes dans ce métier. Vous savez que c'est un boulot assez prenant. Être ambulancier, c'est une vocation. On ne devient pas ambulancier comme ça. C'est pareil que les pompiers. On ne vient pas pompier comme ça. Il faudrait aimer le contact, aimer les personnes âgées, aimer ce qu'on fait. À partir de là, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Ce que j'ai ajouté, c'est que nous, le syndicat d'ambulanciers, nous faisons un travail conséquent afin de valoriser le métier d'ambulancier. Je crois que dans notre métier, il faudrait faire en sorte qu'il y ait des forums, il faudrait faire en sorte qu'on passe dans les écoles pour déjà, dès au jeune âge, pousser des réflexions avec les jeunes pour qu'ils puissent se ramener au niveau de ce métier.
Le lycée Chevalier Saint-Georges des Abîmes est tourné vers l'excellence. L'établissement a signé depuis 5 ans un partenariat avec Polytech Grenoble afin de permettre à certains élèves de s'engager vers un cursus de haut niveau. Ce matin, la direction de l'établissement a organisé une rencontre avec les lycéens. Cette démarche initiée par l'établissement scolaire est une belle opportunité en faveur de nos jeunes. Sensibiliser à l'excellence était le maître mot de cette matinée d'échange. Nous avons fait le constat que nos élèves avaient besoin d'avoir des ambitions. Nous souhaitions susciter des ambitions et nous avons créé ce partenariat qui porte ses fruits aujourd'hui, puisque nous avons des élèves ingénieurs qui sont diplômés et qui travaillent en tant qu'ingénieurs déjà sur Grenoble. Donc ce partenariat que nous avons construit avec Polytech Grenoble, c'est un partenariat qui a déjà, on va dire, 7-8 ans et qui nous permet de pousser nos élèves qui font de l'électronique, qui font de l'informatique, qui sont ambitieux à passer des tests pour l'entrée dans cette formation assurée par Polytech Grenoble en 3 ans. Après le BTS, ils deviennent ingénieurs et ils sont sollicités, ils travaillent avec des entreprises de haute renommée. La visite de nos 3 élèves, anciens élèves, aujourd'hui ingénieurs, le prouve. Il ne s'agit pas d'élèves qui étaient parmi les plus brillants, il s'agit d'élèves vraiment qui étaient motivés, qui ont souhaité réaliser un rêve, devenir ingénieur et qui viennent aujourd'hui nous faire partager leur expérience. Donc nous pouvons dire que le pari est gagné parce que nous avons 4 puis un 5e élève qui, sur les promotions précédentes, qui sont déjà ingénieurs, donc qui concrétisent donc, leur objectif et c'est une réussite pour l'établissement. Alors cette demande est de plus en plus forte. On a beaucoup de candidats pour le bac pour le BTS système numérique. Nous avons des élèves qui passent un bac professionnel en système numérique et qui ont 75% des mentions au bac, avec 100% de réussite cette année, avec le meilleur étudiant vraiment qui a été récompensé. Franchement, nous sommes sur une lignée qui est, on va dire, une cordée qui va jusqu'à Polytech Grenoble, puisque leur conseil de direction a validé cette idée de cordée depuis le pré-lycée jusqu'au post-bac et après. Mon domaine d'activité, la microélectronique, qui n'existe pas forcément, enfin qui n'existe pas en Guadeloupe déjà, et aussi qui n'existe pas dans beaucoup de pays dans le monde, donc à peu près entre 15 et 20 pays dans le monde. C'est aussi un domaine que j'aime beaucoup, qui me permet de faire beaucoup de choses. Je peux travailler avec des gens à l'international, je travaille sur vraiment des domaines de pointe, des sujets qui ne sont pas encore dans le grand public, nous on travaille déjà dessus. Donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Il faut s'intéresser aux technologies, que ce soit en électronique, informatique ou dans d'autres domaines. Il faut avoir la curiosité d'aller toujours plus loin. En tout cas pour le métier que je fais, c'est surtout ça qui nous guide. On a envie d'aller toujours plus loin, de chercher toujours plus loin. Donc c'est vraiment ça qui, je pense, définit un peu l'ingénieur dans mon domaine. Maintenant, en termes de vocation, j'ai envie de dire aussi, dès très petit, on a commencé à toucher à l'électronique ou à l'informatique. On sait sûr qu'on va toujours s'amuser dans ce genre de domaine. La grande difficulté reste l'adaptation entre le niveau demandé en BTS et le niveau demandé en école d'ingénieur. Alors, généralement, les écoles d'ingénieur, on entend souvent parler de prépa ou de 3e année de licence. En BTS, c'est faisable, mais il faut se dire qu'on a de la marge pour pouvoir travailler derrière. Donc, c'est vraiment le travail. Après, Grenoble, c'est une ville montagneuse, il fait froid, donc voilà. J'ai fait un bac STI 2D au lycée Charles Coëffin. Puis j'ai enchaîné avec le BTS au lycée Chevalier Saint-Georges. Et ensuite, j'ai intégré Polytech Grenoble en 2019. Et à l'issue des 3 années en alternance chez Schneider Electric, donc ils m'ont retenu et du coup je poursuis mon cursus et mon aventure en CDI en tant qu'ingénieur dans cette boîte. Alors motivé, je suis depuis tout petit passionné par l'informatique et ça a toujours été, on va dire, un rêve pour moi d'être ingénieur. Donc le titre déjà pour moi se disait beaucoup et du coup c'est cette motivation qui m'a suivi pendant tout mon parcours et aujourd'hui du coup on est sur la fin. Il me reste encore une dernière étape, c'est l'attente des résultats, mais on me dit que normalement ça devrait être bon.
Donc j'attends du coup cette étape finale pour enfin toucher ce but. La dimension ingénieur, c'est une dimension où on voit les choses de manière un peu plus globale, un peu en hauteur et voir vraiment toutes les étapes d'un processus de création, par exemple. Et vraiment, c'est cette dimension que je voulais voir, puisque je ne voulais pas seulement exécuter des tâches, mais également voir comment on pense au projet, comment on l'exécute et comment on le vend, le commercialise ensuite. Je pense qu'il devrait vraiment se lancer. Donc déjà, grâce à ce genre d'intervention qu'on a eu aujourd'hui, ça permet de leur donner une idée de ce qui est possible. Ensuite, ils peuvent prendre contact avec nous s'ils le souhaitent et se lancer vraiment, ne pas avoir peur pour aller le plus loin possible s'ils le veulent. Vous imaginiez, en ce qui vous concerne, un tel parcours aujourd'hui ? Pas vraiment. Ça a été vraiment étape par étape. Arrivé au BTS, au début, j'imaginais pas trop la suite. Et en deuxième année, je me suis dit pourquoi pas aller plus loin. Et voilà, étape par étape, à chaque fois qu'une étape était franchie, je voyais plus loin. Une rencontre qui aura aussi suscité des vocations parmi ce jeune public admiratif. J'aime beaucoup l'électronique ou tout ce qui est numérique et jeux vidéo. Donc depuis déjà un bon moment, j'étais déjà inspiré. Donc j'ai voulu me viser dans cette voie pour déjà devenir programmeur ou ingénieur en électronique. Parce que j'aime beaucoup la programmation ou le numérique ou tout ce qui est objet téléphonique. Aujourd'hui, ça m'a beaucoup inspiré parce que au début, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire après mon BTS. J'étais plutôt hésitant parce que je décidais soit de faire une prépa, ensuite d'aller en école d'ingénieur, ou soit d'aller en école d'ingénieur directement. Donc après ce discours que les anciens nous ont présenté et ce qu'ils nous ont montré, j'ai décidé de partir en école d'ingénieur directement. C'est pour ça que j'ai posé beaucoup de questions aujourd'hui, parce que j'avais besoin de savoir ce qui m'attendait et de savoir qu'est-ce qu'on ferait. Donc j'ai beaucoup aimé. Je ne vais pas mentir que j'ai des lacunes dans certaines matières, comme la technologie, mais je me donnerai mon maximum et je ferai tout pour aller en école d'ingénieur en France. La Guadeloupe, c'est aussi cette image, une volonté bien affichée de conduire à bien des projets de grande envergure. La maison de Zevallos à Le Moule a finalement été retenue sur la liste des sites emblématiques par la mission pour la sauvegarde du patrimoine en péril. Cette mission a rendu ses conclusions à un choix porté par le public. Cette année marque la 3e édition de cet événement où 18 sites emblématiques de l'Hexagone ou de l'Outre-mer étaient en lice. Je vous propose de revenir sur l'intérêt que portait l'association des Amis de Zevallos autour de cette opération. Je suis un des copropriétaires de l'habitation de Zevallos au Moule. L'habitation dite maison hantée, qui constitue un patrimoine à sauver pour la Guadeloupe, pour la France entière, pour le monde, puisque c'est un monument historique national. Il faut savoir que oui, c'était très important. En fait, nous avons été sélectionnés, on n'a pas demandé à y participer. Nous avons gagné au niveau Guadeloupe, nous avons été choisis par les Guadeloupéens et nous les en remercions. Nous sommes finalistes au niveau national. Nous travaillons avec... nous serons confrontés à des monuments d'une certaine envergure, comme Vaux-le-Vicomte, qui draine plusieurs millions de visiteurs par an. Et nous sommes fiers de pouvoir compétir avec ces gens-là. Donc, et nous espérons que nous ferons une bonne place en tout cas. Nous sommes partis pour gagner, mais on va voir ce que ça donne. C'est le peuple qui décide. Parce que, en fait, nous avons bénéficié du loto du patrimoine, nous avons été sélectionnés. Nous sommes en train de mettre en place toute la partie administrative et études de toutes sortes pour entamer les travaux début 2023. Pour rappel, la Guadeloupe est toujours placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. Le NHC a classé l'onde tropicale qui approche des Petites Antilles en dépression tropicale numéro 7. Elle est accompagnée de vents soutenus de 55 km/h et se déplace vers l'ouest à 22 km/h. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.
Radio Monaco.